On dit que l'amour d'une mère est l'une des choses les plus puissantes qu'on puisse ressentir dans notre vie. C'est un lien indescriptible si fort que juste à l'idée de le perdre nous ferait ressentir du chagrin et de la douleur. D'ailleurs, est-ce que vous savez qu'un beau moment après être venu au monde, un nouveau-né pense encore qu'il fait qu'un avec sa mère? Quel meilleur exemple que celui-là pour montrer que notre âme est littéralement rattachée à notre mère. Au final, on peut garantir que nous sommes précieux aux yeux de nos mamans et qu'elles le sont aux nôtres parce qu'on sait que personne sur cette terre ne nous aimera autant qu'elle. Mais alors, qu'est-ce qui a poussé Teresa Nor à affamer, brûler et tuer ses propres enfants? Mesdames et messieurs, bienvenue dans The Story Show. Alors je sais pas encore si c'est le nom que je vais garder, mais pour l'instant j'aime bien, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mais je suis très heureuse de vous revoir ici pour ce nouveau concept sur ma chaîne, dans lequel j'ai vraiment envie de vous raconter des histoires vraies, que ce soit des histoires d'amour, qu'elles vous fassent rire, qu'elles vous fassent peur, ou comme celle d'aujourd'hui, une affaire criminelle. J'en profite d'ailleurs en parlant de ça pour faire un trigger warning sur la vidéo d'aujourd'hui. Cette vidéo va traiter de maltraitance, de torture, de violence, de problèmes psychiatriques et d'homicide. Donc si c'est des sujets qui vous mettent mal à l'aise, qui vous perturbent ou qui vous rappellent des traumatismes dans votre vie, s'il vous plaît, quittez cette vidéo et on se reverra certainement très prochainement pour une vidéo un petit peu plus fun. Ok? Bisous. Pour ceux qui restent, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucune vidéo, liker et commenter des histoires que vous voulez que je traite. Sur ce, are you ready? Let's go! Teresa Jimin Francine Nor est née le 14 mars 1946 à Sacramento, en Californie. Elle a une grande sœur, Rosemary, un demi-frère, Bill, et une demi-sœur, Clara, tous les deux issus du premier mariage de sa mère, Gay Cross. Durant leur enfance, leur mère travaillait dans une usine de crayons à papier et leur père, Jim Cross, travaillait dans une laiterie locale. Il a d'abord commencé par conduire les camions de marchandises et ensuite petit à petit a gravi les échelons pour devenir assistant fromager. Ce qui lui permet d'économiser assez d'argent pour acheter une maison à Rio Linda, toujours en Californie. Forcément, vu que les parents travaillaient toute la journée et que Rosemary et Teresa étaient très jeunes à ce moment-là, c'était Clara, leur grande demi-sœur, qui s'occupait d'elles. C'était un petit peu devenu leur mère par intermittence. Sauf que Clara, à ce moment-là, a 14 ans. Donc vous vous doutez bien qu'une jeune adolescente qui s'occupe de deux enfants en bas âge durant les heures où elle est censée être à l'école, c'est pas le truc le plus sain qui existe. Elle loupait souvent les cours et a même dû trouver un petit job de serveuse pour aider financièrement ses parents. Mais ça la dérangeait pas plus que ça parce qu'à cet âge-là, Clara était extrêmement mature et responsable pour son âge, tout le contraire de son frère Bill. Alors, waouh, comment décrire Bill? Laissez-moi d'abord vous poser un contexte. Comme je vous l'ai dit plus tôt, Clara et Bill ne sont pas les enfants biologiques de Jim Cross. Avec Gay, Jim a eu Rosemary et Teresa. C'est-à-dire le cauchemar ultime de Jim Cross. Puisqu'idéalement, il ne voulait que des garçons. Et il n'a eu que des filles. La seule option qui se présentait à lui, c'était donc Bill. Ce qui l'a mené à le pourrigater à un point incroyable. Et vous connaissez les conséquences de pourrir gâter ses enfants. Ils deviennent des vrais monstres. Et malheureusement, à force de se sentir absolument tout permis, Bill est littéralement devenu un pur sociopathe, qui a été finalement incarcéré pour différents délits et crimes comme le kidnapping, le vol, les trafics et j'en passe. Vraiment, lui, c'est une toute autre histoire. Et ce qu'on pourrait retenir de cette situation, c'est ne pourrissez gâtez pas vos enfants, s'il vous plaît. Merci. Bon, vous allez me dire, ok, mais Teresa dans tout ça. Eh bien pour moi, Teresa c'est un peu la version féminine de Bill. Je pense que vous en doutez, ça n'annonce absolument rien de bien. En fait, il faut comprendre que les parents Cross n'ont absolument aucun remords à choisir des favoris et le faire savoir aux autres enfants. Bill était le favori de Jim, Teresa était celle de sa mère. Quand Gay parlait de Teresa aux autres gens, elle la surnommait toujours ma beautiful daughter, ma belle et magnifique petite fille. Et les autres, bah c'est les autres. C'est un petit peu véridique parce que Teresa était une magnifique petite fille, avec des yeux bleus perçants, des belles petites boucles brunes bien foncées, on aurait clairement dit une petite poupée. Vous vous rappelez des petites poupées à l'ancienne en porcelaine? Eh ben c'était Teresa quand elle était petite. Malheureusement, être la petite princesse de sa maman n'a pas été très bénéfique pour Teresa, vu qu'elle se croyait littéralement tout permis. Et ça lui a développé des traits de caractère qui vont la suivre toute sa vie, la jalousie et l'égoïsme. À la fin des années 1950, la maladie de Parkinson est diagnostiquée chez le père Jim
Et il a été rapidement opéré, mais malheureusement, cette opération l'a handicapé et donc l'a rendu en incapacité de travailler. Il quitte donc son emploi et est constamment à la maison. Il entre dans une sévère dépression et toute cette frustration, cette colère qu'il a accumulée en lui, il la déverse sans aucune limite sur ses enfants et sa famille. Malheureusement, Gay souffre aussi de problèmes de santé. Elle est en obésité sévère et souffre de diabète. Et malheureusement, à ce moment-là, elle devient la seule ressource financière de la famille. Mais en même temps, il faut s'occuper de Jim, le père, au quotidien. C'est pour ça que les filles, petit à petit, se relaient tour à tour pour prendre soin de lui. Gay Cross, du coup, la mère, avec l'aide de Clara, arrive aussi difficilement qu'il soit, à maintenir la famille financièrement à flot. Mais le 2 mars 1961, alors qu'elle faisait du shopping avec sa fille préférée, Gay s'effondre et décède d'une insuffisance cardiaque congestive à l'âge de 53 ans. Et je pense que vous pouvez vous en douter, c'est un événement tragique qui dévaste la vie de Teresa parce qu'elle était la plus proche d'elle. C'était vraiment deux copines inséparables. Avec la mort de leur mère et l'incapacité de travail de leur père, la famille malheureusement n'arrive plus à subvenir à leurs besoins et sont contraints de vendre la maison familiale. Et en fait, petit à petit, les filles Rosemary et Clara s'enfuient un petit peu en quelque sorte du domicile et il ne reste plus que Teresa avec son père. Et pendant des années, elle va s'occuper seule de lui. Il y avait une chose sur laquelle tout le monde pouvait se mettre d'accord concernant Teresa, il n'y avait vraiment aucun doute. C'était qu'elle était obsédée par les hommes. Elle savait les séduire, elle savait leur parler et elle savait surtout qu'elle avait le physique pour les attirer. Et elle adorait ça. Charmer des hommes, être le centre de l'attention, attirer. Elle a eu de très nombreux petits amis et flirts, mais ça ne suffisait plus. Teresa voulait plus, toujours plus. C'est pour ça qu'elle est partie en quête d'un mari qui serait là pour uniquement subvenir à ses besoins financiers. Teresa s'en fichait un petit peu de l'amour, elle cherchait pas ça, c'était pas son goal premier, c'était vraiment une stabilité et une sécurité financière. Elle rencontre donc Clyde Sanders, âgé de 22 ans. Elle en a 16. Charmée par la belle brune, Clyde l'invite à sortir et le date se passe très bien. Un peu trop bien, jusqu'à que Clyde veut accélérer les choses. Et c'est là que le piège se referme sur lui. Teresa lui dit c'est le mariage ou rien. Sauf que Clyde est très attiré par elle, il est très amoureux d'elle. Donc il accepte. Sauf que, qu'on soit dans les années 60 ou non, avoir 16 ans et se marier avec quelqu'un qui en a 22, bah c'est pas autorisé. Sauf si le responsable légal de la personne mineure en question, ici Teresa, donne son autorisation. Et Jim l'a donné. Alors, il y a une très grande discussion sur la capacité mentale de Jim dans cette prise de décision. Beaucoup se demandent si Jim n'était pas atteint de la maladie de Parkinson, est-ce qu'il aurait vraiment accepté cette union? Honnêtement, je pense pas non plus qu'à cette période-là, c'était si tabou de se marier aussi jeune et au final, c'est pas comme s'ils avaient 30 ou 40 ans de différence. Ils en avaient 6. Clyde était encore un jeune homme, à 22 ans, c'est quand même assez jeune. Bref, ils se sont mariés. Les deux tourtereaux se marient et accueillent assez rapidement leur premier enfant, Howard Clyde Sanders. Donc tout ça, le fait que ses sœurs aient quitté le domicile familial, qu'elle se retrouve seule avec son père, qu'elle flirte à droite à gauche, qu'elle rencontre Clyde, qu'ils se marient, qu'ils aient un enfant. Ça s'est passé dans un laps de temps de 2 ans après la mort de sa mère. Très vite, ce mariage commence à devenir de plus en plus toxique, de plus en plus violent, et ce qui malheureusement mènera à une fin tragique. Très malheureux de la situation dans laquelle il est, Clyde passe le clair de son temps dans les bars, à boire à longueur de journée, à longueur de soirée et à rentrer très tard le soir. Ce qui pousse Teresa à devenir folle. Elle est possessive, elle est jalouse et l'accuse à plusieurs reprises d'infidélité. Les voisins se plaignent constamment car le couple se dispute nuit et jour et de manière très violente. Il y a des choses qui volent à droite à gauche, des cris en plein milieu de la nuit, leur bébé qui pleure tout apeuré de ce que ses parents sont en train de faire. C'était infernal. Le 22 juin 1964, moins d'un an après la naissance de leur enfant, Teresa appelle la police, en pleurs, paniquée, et elle accuse son mari de l'avoir frappée au visage après une dispute. Donc bien évidemment, la police se déplace, arrive au domicile, dans lequel se trouve aussi Jim Cross, le père. Elle leur explique ce qui s'est passé, mais finit par refuser de porter plainte contre son mari. Et malheureusement, on oublie le fait que c'est Teresa, mais c'est quelque chose qui arrive très souvent dans les violences conjugales. Les femmes finissent toujours par abandonner les charges ou
ont très peur des représailles. Mais 2 semaines plus tard, le lendemain du 23e anniversaire de Clyde, le couple se dispute à nouveau. Et la raison est un petit peu légitime, honnêtement. C'est que Clyde a préféré passer son anniversaire avec ses amis dehors dans un bar qu'avec sa femme et son fils. À ce moment-là, Teresa est enceinte de son 2e enfant et sa première petite fille, Sheila. Et au cours de la dispute, Clyde en vient même à lui reprocher que la petite Sheila n'est pas sa fille. Eh ben oui, parce que ça, je voulais pas raconter. Malgré qu'elle soit mariée, malgré qu'elle soit enceinte, malgré qu'elle ait déjà un enfant en très bas âge, eh bien Teresa traîne dans les rues, traîne dans les bars, flirte avec les hommes, parce qu'elle a besoin de cette attention, elle a besoin de séduire et de savoir qu'elle plaît toujours. Donc pour Clyde, Sheila n'est pas son bébé. Et c'est là que Clyde lâche la phrase de trop, la phrase qui va tout faire basculer. Je te quitte. Dans ces situations pareilles, chacun de nous aurait une réaction complètement différente. Et c'est totalement légitime de ressentir de la colère. Et de la colère, Teresa en ressentait énormément. Elle entre dans une rage folle et incontrôlable. C'est là qu'elle décide de prendre un fusil et de tirer sur son mari dans le dos, le tuant sur place. Clyde n'a que 23 ans. Teresa est arrêtée et accusée du meurtre de Sanders, pour lequel elle plaide non coupable et affirme que c'était uniquement de la légitime défense. Et c'est quand même un alibi assez plausible, vu que quelques semaines plus tôt, elle avait appelé la police pour justement violence conjugale. Donc oui, peut-être que pour se défendre et dans un élan de panique, Teresa a dû attraper le fusil et tirer sur son mari, et qui tragiquement a conduit à sa mort. Sauf qu'il y a un hic. Il y en a plusieurs même. Le premier, c'est que plusieurs proches de Sanders affirment avec certitude qu'il n'était ni violent ni abusif. Mais oui, certes qu'il avait des problèmes avec l'alcool, mais pas jusqu'à en provoquer des crises de violence. La sœur de Sanders, Lydia, affirme même que le problème c'était plutôt Teresa. Elle est possessive, jalouse et, je cite, le tuerait avant même qu'une autre femme puisse la voir. Deuxième hic, les preuves médico-légales ne sont pas trop en faveur de Teresa. Il n'y a eu aucune trace d'alcool trouvée dans le sang de Clyde au moment de sa mort. Donc, la piste de l'alcoolisme est à rejeter. Et troisième hic, pour quelqu'un qui tire par légitime défense, tu ne peux pas tirer dans le dos de quelqu'un, et surtout à distance. Donc tout ça combiné, l'alibi de légitime défense n'est plus recevable. Teresa est quand même acquittée du meurtre de Sanders le 22 septembre 1964, 3 jours avant la naissance de ma mère. Sorry, c'était un petit clin d'œil que je voulais faire. À ce moment-là, elle a 18 ans, enceinte, et je pense que ça a énormément joué sur la clémence du jury. Donc, toutes les charges sont abandonnées, elle ressort libre. Après la naissance de sa fille, Sheila, quelques mois plus tard, Teresa recommence à boire et elle a une nouvelle mission en tête. Maintenant qu'elle est veuve et qu'elle a 2 enfants en bas âge, il lui faut un nouveau mari. Et elle décide de traîner régulièrement et de boire régulièrement dans la salle locale de la Légion américaine, où elle rencontre Estelle Thornsberry, qu'on va appeler Lee. Lee est un vétéran handicapé de l'armée américaine et évidemment il tombe sous le charme de la jolie jeune femme et ils commencent assez rapidement à sortir ensemble. Mais les mauvaises habitudes de Teresa ne vont pas disparaître du jour au lendemain comme ça. Non, 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 non. Au contraire, elle a développé une nouvelle petite habitude qui est de laisser ses 2 enfants à Lee, donc son nouveau petit copain, et sortir, faire la tournée des bars, aller flirter avec des hommes, vous connaissez la même rengaine. Et un en particulier attire son regard. Robert Nord, qui est aussi un soldat de l'armée américaine et qui est un grand blond, musclé, yeux bleus, très beau, très charismatique et surtout plus jeune qu'elle. Teresa a trouvé sa nouvelle victime, qui est d'ailleurs ni au courant de ses 2 petits bébés, ni au courant de son petit ami, ni au courant qu'elle a accessoirement été arrêtée pour le meurtre de son mari. Tout ce que Robert cherche à savoir, c'est comment obtenir le cœur de Teresa. Elle le séduit, ils sortent ensemble, pendant que son petit ami Lee est au chaud avec ses 2 petits bébés qui ne sont, je rappelle, pas les siens. Quelques mois après le début de sa relation avec Robert Nord, Lee s'aperçoit de la supercherie et de la tromperie et décide de mettre fin à la relation avec Teresa. Mais en vrai, Teresa n'a vraiment aucun remords. Elle décide, pendant que Lee s'absente de son appartement, de prendre tout ce qu'il y a de valeur et de s'enfuir. Nous sommes en pleine guerre froide, en pleine guerre du Vietnam, et malheureusement c'est le moment pour Robert Nord de partir au front. Et c'est pendant les au revoir que Teresa lui annonce qu'elle est enceinte.
7 mois plus tard, Robert est rapatrié pour cause de blessure et 2 mois après son retour du front, leur petit bébé, Suzanne, est né. Donc c'est le troisième enfant pour Teresa et sa deuxième petite fille. Robert a témoigné plusieurs années plus tard que dès le début de leur mariage, leur vie est littéralement devenue infernale. C'est Teresa qui prend les décisions et absolument personne d'autre. Donc le couple emménage dans une nouvelle maison et Jim, le père, emménage avec eux. Évidemment, Teresa ne pouvait pas abandonner son propre père et au fur et à mesure des années est un petit peu devenu son auxiliaire de vie. Et surtout que ça l'arrangeait énormément de récolter sa retraite, sans parler des aides de la sécurité sociale de ses enfants et du salaire de Robert. Absolument personne ne pouvait lui dire non, c'était Teresa qui était au contrôle et surtout elle voulait pas travailler. Bon, je pense qu'on commence à connaître un petit peu le personnage qu'est Teresa, elle ne veut que son propre bonheur et sa priorité, ce sont ses besoins. Elle n'a pas de réel intérêt ou d'amour pour ses proches et surtout ses enfants, et elle reproduit un petit peu le schéma qu'elle avait subi durant son enfance avec les colères et l'impulsivité de son père, qu'aujourd'hui elle rejette sur ses propres enfants. Insultes, cris, punitions, elle multiplie les violences verbales, physiques et mentales sur ses propres petits bébés. Mais on peut tous comprendre, je pense, qu'être parent, c'est pas un job facile. Moi, je peux qu'imaginer, évidemment, j'ai pas d'enfant, mais j'imagine que. Et surtout quand ils sont tout petits, tout bébés, ils peuvent s'exprimer qu'à travers des pleurs, ils ont besoin constamment de l'attention de leurs parents, ils sont absolument dépendants d'eux. Et on pourrait se dire qu'au bout du troisième petit bébé, Teresa a quand même développé un certain automatisme, une certaine routine, et elle est quand même apte à savoir comment les calmer, comment prendre soin d'eux. Eh bien, absolument pas. Elle leur hurle constamment dessus, pour le moindre petit cri, pour le moindre petit caprice, les frappe, les pince, ce qui rend des tout petits enfants dénués d'émotions. Ils ne pleurent plus, ils ne sourient plus, ils ne s'expriment plus. Ils deviennent des carapaces vides. Mais son absence de fibre maternelle et sa relation complètement toxique avec Robert ne l'empêchent pas d'avoir 3 enfants supplémentaires, pratiquement un après l'autre, une année après l'autre. Dans l'ordre, William Robert Norr, Robert Wallace Norr Jr. et Teresa Marie Norr, qu'ils surnomment tous Terry, qui tous, au fur et à mesure des années et à cause de la négligence constante de leur mère, ont des forts retards de développement. Les plus petits d'entre eux n'arrivent toujours pas à parler, marcher ou même manger de la nourriture solide. Ainsi, plus les années passent et plus la possessivité et la jalousie de Teresa s'amplifient, jusqu'à en devenir menaçante et encore plus violente. Il faut se rappeler que Robert est plus jeune que Teresa. Et c'est un bel homme. Donc pour elle, s'il a juste l'idée de poser ses yeux ou de penser à une autre femme, elle n'hésiterait pas à le tuer. Et ça, il le sait. Elle a déjà tué, elle a été acquittée, et elle n'hésiterait pas à recommencer si l'occasion se présente encore. Donc pour échapper à cette situation, Robert accepte un nouveau job dans la marine qui le pousse à voyager un peu partout à travers les États-Unis. Et ça rend Teresa folle de rage. Il n'est plus avec elle, donc elle ne peut plus le contrôler. Elle décide donc de demander le divorce pour négligence et maltraitance. Il divorce, mais elle arrive quand même pendant un petit bout de temps à garder le grappin sur lui et continue à entretenir cette relation complètement chaotique. Ils se remettent ensemble, mais en 1970, un petit peu après la naissance de la petite Terry, ils décident de divorcer et c'est Robert qui demande le divorce parce qu'il soupçonne Teresa de le tromper. Toujours le même schéma. À ce moment-là, Teresa a 24 ans, elle est mère de 6 enfants et elle recherche encore et constamment la validation et l'attention des autres hommes. Donc les enfants partent régulièrement chez leur père parce qu'ils sont en garde alternée, aimant garder le contrôle sur les gens qui l'entourent et sur chaque aspect de sa vie. Teresa n'aime pas ça, n'aime pas cette situation, n'aime pas voir ses enfants s'épanouir et être heureux avec leur père et sa nouvelle compagne. Donc elle pète un câble et elle décide de les reprendre pour de bon, en affirmant que leur père les déteste, que c'est un père alcoolique et qu'il avait même abusé d'eux en étant petit. Et là, j'aimerais faire une petite parenthèse sur Howard. Howard, c'est, je le rappelle, l'aîné et c'est le premier fils de Sanders. Un jour, les deux petits derniers, Robert Jr. et Terry, vont voir leur mère, prennent leur courage à deux mains et vont lui expliquer que Howard les abuse sexuellement depuis un petit bout de temps maintenant, et pas que, mais toute la fratrie. Sauf que Howard, c'est le premier. C'est le premier enfant de Teresa et c'est son favori. Et ça, elle ne le cachait pas, elle faisait un petit peu comme ses propres parents. Elle cachait pas le fait qu'elle avait un favori dans la fratrie. Donc vous pouvez vous imaginer la douleur que Teresa a ressentie à cette annonce. Ce qui ne l'empêche pas de confronter le jeune adolescent et de le battre jusqu'à ce qu'il soit méconnaissable. Pendant plusieurs jours, il n'arrivait pas à bouger, il n'arrivait plus à se nourrir, il n'arrivait plus à boire, il était
immobilisée. Tout de même, vu que c'est son favori, elle arrive quand même à justifier ses actes en disant que il ne fait que répéter ce qu'il a vécu toute son enfance, vu que leur père, Robert Nord, a abusé de lui durant des années. Et malheureusement, sans trop grande capacité de compréhension et de jugement, les enfants la croient et au fur et à mesure, la relation qu'ils ont avec leur père devient quasi inexistante et très difficile à consolider au cours de leur vie. Après son divorce, Teresa trouve un job dans un bar et le scénario recommence. Elle y rencontre Ron Pulliam, qui est un cheminot et qui va devenir son troisième mari. Et comme d'habitude, elle lui laisse ses 6 enfants pendant qu'elle va traîner dans les bars et flirter avec d'autres hommes. Le même cycle, le même rituel, le même traumatisme pour les enfants qui sont soit gardés par un homme qu'ils ne connaissent pas, soit gardés par une mère qui passe ses journées à boire et qui amène des hommes toute la journée à la maison pendant que son mari est au travail. Ce qui va d'ailleurs pousser Ron à demander le divorce et abandonner la famille. Mais on le sait tous, Teresa ne peut pas survivre sans un homme qui peut lui apporter une stabilité financière et une attention totale. C'est donc en août 1976 qu'elle épouse son quatrième et dernier mari, Chet Harris. Alors, Chet Harris, alors lui, il faut toute une vidéo à lui seul, parce qu'il est aussi timbré qu'elle. C'est le rédacteur en chef de l'Union de Sacramento et qui est de 30 ans son aîné. 3 mois plus tard, après leur union, Teresa demande le divorce parce qu'elle avait découvert que Chet aimait prendre et collectionner des photos de femmes nues, dont celles de ses ex-femmes. Cette même année, Teresa et les enfants emménagent dans la maison que Ron l'a aidé à acheter, et c'est dans cette maison que se dérouleront les plus grandes atrocités et tortures, où même 2 d'entre eux trouveront la mort. En réalité, le comportement de Teresa s'est intensifié après son quatrième divorce. Elle a pris énormément de poids, a perdu drastiquement confiance en elle et est devenue très recluse au point de s'isoler et d'isoler ses propres enfants du monde extérieur. Elle passait pratiquement le cours de ses journées à les endoctriner avec des théories un peu basées sur la magie noire. Et en fait, elle avait créé une sorte de petite secte à la maison dont elle était le gourou, je cite, sainte, pure et sans péché. Et comme tout bon comportement de secte qui se respecte, leur journée était centrée sur de la manipulation et de la violence graduelle. Mais c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier, mais Teresa, c'est avant tout une maman. Une maman qui achète des friandises à ses enfants, qui discute avec eux, qui les couve d'amour. Mais en même temps, c'est Teresa. C'est-à-dire qu'une friandise peut cacher une gifle, un coup de bâton, une brûlure de cigarette, ou même se faire jeter des couteaux dessus. Pendant des années, Teresa maltraite et torture ses enfants de diverses manières, en les battant, en les gavant de force, et en forçant même les autres de la fratrie à participer à ces atrocités. Par exemple, ça c'était une de ses maltraitances favorites, c'est qu'elle forçait l'un à tenir son frère ou sa sœur pendant qu'elle lui braquait un pistolet sur la tempe. C'était sa manière de les contrôler et d'imposer son autorité et sa force. C'est ce comportement dérangé et instable qui pousse tous les enfants, âgés en moyenne d'une dizaine d'années, à accepter ce qu'elle dit, ce qu'elle fait, ce qu'ils subissent, et à ne surtout pas la contrarier de peur des représailles et des punitions. Mais aussi parce que c'est leur normalité, c'est leur quotidien. Pour eux, c'est normal de vivre tout ça. Parce qu'ils n'ont connu que ça. Ils ont été très rapidement isolés, ne vont plus à l'école et subissent de la violence quotidiennement. Donc malheureusement, pour eux, c'est normal. Mais ça n'empêchait pas le fait qu'ils étaient conscients de cette souffrance. Ils savent quand est-ce qu'ils ont mal, ils savent quand est-ce qu'ils sont tristes, ils savent quand est-ce qu'ils ont peur. Et ça en pousse plusieurs, surtout les garçons, à se réfugier dans la drogue. Teresa est donc très lunatique et peut exploser à tout moment et déverser sa colère sur tous ses enfants. Mais petit à petit, elle décide de concentrer toute cette haine sur ses 2 filles aînées, Sheila et Suzanne. Plus tard, sa fille Terry, la dernière, témoignera que sa mère était extrêmement jalouse de ses propres filles parce qu'elle les voyait devenir des jolies jeunes femmes et qu'elle, à l'inverse, elle se voyait vieillir sans les dire. Et elle avait une, principalement, dont elle était la plus jalouse, et c'était, on va dire, sa principale rivale, Suzanne. Suzanne est assez différente de ses frères et sœurs parce qu'elle est très dynamique, très mature et elle s'intéresse à énormément de choses pour son âge. Mais elle est aussi très rebelle avec Teresa et devient sa cible numéro 1 assez rapidement, principalement pour sa beauté héritée de son père, Robert Nord, qui, je vous le rappelle, était très grand, blond, musclé, avec des yeux clairs. Et Suzanne est vraiment passée par les pires monstruosités que quelqu'un peut subir. Alors là, on arrive vraiment dans la partie de la vidéo qui va être très
très compliqué à écouter et à entendre pour certains. Donc je préfère vous prévenir qu'il y a beaucoup de violence qui va suivre. Je vais pas évidemment citer tout ce que Teresa faisait subir à ses propres filles et à ses enfants. Je pense que j'ai déjà cité assez et je vais en citer encore plus. Mais je vais essayer de vous contextualiser et de vous décrire la situation qui a mené à des tragédies. Donc, je vous ai dit que Teresa blâmait énormément ses filles, surtout Suzanne, pour leur beauté. Les blâmait beaucoup pour le fait qu'elle s'enlaidissait, elle se voyait prendre du poids, elle se voyait vieillir et qu'elle perdait confiance en elle. Donc pour ça, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle demandait aux garçons, William et Robert principalement, de maintenir Suzanne au sol pendant qu'elle la battait, pendant plusieurs minutes, pendant plusieurs heures parfois, et justifiait un petit peu ça par le fait qu'elle voulait l'exorciser. Parce que je vous rappelle qu'elle est un peu dans les théories un peu occultes, et pour elle, battre jusqu'au sang sa fille était un moyen de la purifier des démons qui pouvaient être en elle. Très tôt, Suzanne décide de fuguer et se fait rapidement arrêter par la police. Alors, j'arrive pas encore à trouver exactement, mais soit qu'il la place dans un hôpital, soit qu'il la place au service de l'enfance. Quel que soit le cas, Suzanne déclare qu'elle est victime de maltraitance par sa mère et sa mère est rapidement appelée par la police, qui évidemment nie en bloc toutes ces allégations d'abus et dit au contraire au personnel que sa fille souffre de graves problèmes mentaux. Les autorités n'enquêtent pas davantage et décident de remettre Suzanne sous la garde de sa mère Teresa. Et c'est à partir de là, malheureusement, que pour Suzanne, ça va être la descente aux enfers. Elle avait une sorte de rituel avec Suzanne, c'était d'aligner tous ses enfants et de leur demander de passer un à un et d'affliger des coups très violents à leur sœur. Et si c'était pas assez violent pour elle, il fallait qu'ils recommencent jusqu'à que ça soit assez satisfaisant. Et à partir de là, Suzanne est menottée à la table de la cuisine et est gavée comme une oie pour la forcer à prendre du poids. Et si par malheur elle était amenée à vomir, elle était, trigger warning, elle était obligée de ravaler ce qui était sorti. En fait, Teresa a une vraie obsession avec le physique et le poids de ses filles. Pour elle, c'était une compétition. Elle est restée menottée et bâillonnée à la table de la cuisine pendant 2 ans et était autorisée de temps en temps à se lever parce qu'il y a eu des escarres qui commençaient à se former sur ses jambes. En fait, pour vous expliquer rapidement ce que c'est des escarres, c'est quand la peau nécrose, c'est-à-dire que la peau meurt. À force de ne pas bouger, à force qu'il n'y ait pas de mobilité, avec l'irritation, etc. qu'il y a par rapport au support qu'il y a en dessous de la peau, l'humidité, enfin bref, plein de choses amènent à la mort de la peau, qu'il faut ensuite racler, enfin bref, c'est un délire. Mais ça montre à quel point, enfin, Suzanne ne bougeait pas de ce point-là. Elle ne bougeait pas de sa place. Un jour, lassée de tout ça, Suzanne demande à sa mère Teresa de la libérer. Teresa s'exécute. Elle détache sa fille, mais donne un pistolet à la petite dernière, Terry, qui a à peu près 10 ans à ce moment-là, et lui ordonne de tirer sur sa sœur si cette dernière était amenée à bouger. Et là, par le plus grand des hasards, une cuillère tombe, ce qui effraie la petite Terry, et accidentellement, elle tire sur sa sœur, lui logeant une balle entre les côtes, à quelques centimètres de la peau de son dos. Ça, c'est ce que Teresa et Robert Jr. racontent. Terry témoignera plus tard que c'était bien sa mère qui avait le pistolet en main et que dans un élan de rage, elle a décidé de tirer sur sa propre fille, Suzanne. Peu importe la version, tout ce que Teresa retient, c'est tout ce sang qui est en train de se déverser sur son tapis. Qui va nettoyer ce tapis? Elle soigne Suzanne en la plaçant dans la baignoire pendant plusieurs semaines et la gave de nourriture et d'antibiotiques. Et miraculeusement, Suzanne survit à cette blessure, mais la balle reste quand même logée dans son corps. En 1983, pour référence, la petite Terry a maintenant 13 ans. La famille déménage dans une nouvelle maison par manque de moyens et cette fois-ci, Suzanne est rattachée à la table du salon. Teresa est passée d'une femme magnifique avec de belles boucles brunes, des yeux bleus transperçants, à une femme alcoolique, vieillissante et qui se lave très rarement. Chose qui, pour quelqu'un qui ne comptait que sur son physique et sa beauté pour attirer des hommes et subvenir à ses besoins, est très difficile à accepter. Donc maintenant qu'il n'y a plus d'entrée d'argent et qu'évidemment Teresa n'a toujours pas envie d'aller travailler, elle décide d'envoyer ses filles au charbon en les prostituant sur les parkings des supermarchés. Elle attend de ses filles qu'elles aillent aborder des hommes, les séduire et lui ramener la totalité de la recette. Et pour s'assurer que le travail soit bien fait, elle demande à ses fils de les surveiller au cas où elle déciderait de s'enfuir avec l'argent de leurs clients. Et à ce moment-là, Suzanne trouve une sorte d'échappatoire.
à la souffrance qu'elle vit tous les jours et se donne corps et âme à ce nouveau métier qui est la prostitution. Elle se dit au moins je n'ai plus à subir les moqueries quotidiennes, les tortures et la maltraitance. Oui mais ça, Teresa elle kiffe pas trop. Elle voit sa fille reprendre un petit peu goût à la vie et ça elle est complètement contre. C'est là qu'elle décide de redoubler d'efforts dans la violence, les coups et la torture. Suzanne subit un vrai acharnement. C'est pour ça qu'à un moment donné elle demande, enfin supplie sa mère de la laisser partir pour l'Alaska où elle pourrait continuer enfin là-bas son activité et reverser la grande majorité de sa recette à sa mère. Curieusement, Teresa accepte, mais évidemment à une seule condition. Il faut absolument qu'elle lui retire la balle qui est encore logée dans son corps. Parce qu'elle a peur qu'à un moment donné, quelqu'un devienne un peu suspect de cette petite bosse qui est en train d'apparaître au niveau du dos de Suzanne et qu'on remonte facilement à elle vu qu'elle a déjà été accusée de meurtre par arme à feu. Et Suzanne n'ayant pas vraiment le choix et voulait juste désespérément fuir, elle accepte. Donc Teresa la place dans la baignoire et demande à Robert Junior, âgé à ce moment-là de 15 ans, de faire l'opération. Pour la zoner un petit peu, on lui donne des antipsychotropes. C'est un médicament qui est donné pour les hallucinations, pour les angoisses, pour les sautes d'humeur. Et il lui donne ça avec du whisky pour l'utiliser un peu comme un anesthésiant et la faire un petit peu brouiller l'esprit. Et ils mettent énormément de temps à retirer la balle parce qu'il faut passer par toutes les couches qu'il y a dans le corps de Suzanne, c'est-à-dire la peau, la graisse, les muscles, les tissus cicatriciels autour de la balle. Mais Robert Junior arrive à retirer la balle et recoudre Suzanne. Mais malheureusement, comme on peut l'imaginer, le manque d'expérience de son petit frère, combiné aux outils très peu adaptés et au manque de soins post-opératoires, provoque une infection extrêmement grave à Suzanne et elle tombe dans le coma. Ouais mais ça agace Teresa, parce que pendant plusieurs jours, Suzanne est là dans la baignoire, elle ne bouge presque plus, elle se vide de son sang, elle sait pas trop quoi faire avec elle. Du coup, elle décide d'emballer toutes ses affaires, de ligoter ses pieds, de ligoter ses mains, de lui mettre du ruban adhésif sur sa bouche et elle ordonne ensuite à William, âgé de 16 ans, et Robert Junior, âgé de 15 ans, de conduire leur sœur à Squaw Valley et la jeter au bord de la route et l'abandonner là-bas. Ne voulant prendre aucun risque et pensant vraiment qu'elle était déjà morte, Teresa balance de l'essence sur sa propre fille Suzanne, sur ses affaires, sur son corps et demande à ses fils d'y mettre le feu. Son corps est retrouvé le lendemain, mais calciné et difficilement identifiable. Suzanne devient Jane Doe 485884. Elle avait 17 ans. Après cet événement tragique, Teresa atteint une sorte de point de non-retour. Maintenant qu'elle avait tué son premier mari et qu'elle avait tué sa propre fille, elle n'avait plus rien à perdre et était capable maintenant de tout. Elle continue à prendre du poids, ce qui la rend de plus en plus colérique, de plus en plus imprévisible et de plus en plus violente. Et c'est pour ça que pour fuir un petit peu cet écosystème et cette ambiance très étouffante, Robert Junior et William décident de plus trop être présents au foyer familial et y trouvent un job. Howard, l'aîné, quant à lui, est parti depuis un petit bout de temps maintenant, et du coup il reste plus que Sheila et Terry pour faire face au pic de colère hyper imprévisible de leur mère. Sheila est la deuxième de la fratrie et la première fille de Teresa. Et c'est le total opposé de sa sœur Suzanne. Physiquement, elle est petite, brune et menue. Et même mentalement, elle est très réservée, un peu déprimée, et on dit même d'elle qu'elle a une déficience mentale. Elle a été retirée du système scolaire à la fin du collège à peu près, et depuis elle est devenue un petit peu la bonne à tout faire de la famille. Mais, après la mort de sa sœur Suzanne, et avec cette violence grandissante dans le foyer, bizarrement Sheila trouve sa voie, et n'a plus peur de répondre à Teresa. Et c'est ça qui va diriger toute l'attention de sa mère sur elle. Parce que oui, ce gain de confiance et cette témérité intriguent beaucoup Teresa. Elle découvre qu'en allant aborder des clients, Sheila a rencontré quelqu'un dont elle est tombée follement amoureuse. Quelqu'un qui lui a fait découvrir la douceur, la tendresse, la gentillesse, tout ce qu'elle n'a jamais connu dans sa vie. Ils ont même décidé dans les prochains jours de s'enfuir et de tout recommencer à zéro, jusqu'à ce que Teresa le découvre et décide de la punir. Elle ligote, bâillonne et enferme à moitié nue Sheila dans un placard. Sauf qu'on ne sait pas trop combien de temps elle est restée dans ce placard-là. Ses frères et sœurs diront peut-être que c'était une semaine, peut-être deux. On ne sait pas trop exactement. Ce qui me choque à ce stade, c'est que de savoir que leur sœur était enfermée dans un placard ne choquait personne apparemment. C'était pas si anormal que ça en fait. Sheila n'a pas le droit de manger, de boire, elle n'a pas le droit de sortir pour faire ses besoins, absolument rien. Ce placard devient concrètement son cachot. Petit à petit, les cris et les supplications diminuent et finissent par cesser.
Bon, elle a dû se calmer et accepter son sort. Peut-être même que Teresa va être assez gentille et la laisser sortir. Toujours aucun bruit. Mais une odeur assez spéciale commence à se propager dans l'appartement. Une odeur un peu âpre, un peu sucrée, qui rappelle étonnamment de la chair en décomposition. Teresa, dans le doute, ordonne à William d'aller ouvrir le placard et de libérer sa sœur. Les portes s'ouvrent et une odeur insupportable frappe le visage de l'adolescent. Devant lui, sa grande sœur, recroquevillée en position fétale, poignets et chevilles liés, en train de pourrir comme de la viande qu'on aurait oubliée quelques jours dehors. Tant bien que mal, les deux frères sortent leur sœur du placard et la mettent dans une boîte en carton. À force d'être restés aussi longtemps dans la même position, coincés dans ce placard, certaines parties de sa chair sont restées collées sur le plancher du placard. Même scénario que pour sa sœur, les trois roulent en direction cette fois-ci de l'aéroport de Troquitao et décident de jeter cette boîte en carton où se trouve le corps de leur sœur au bord de la route, sur un terrain vague. Le 21 juin 1985, Jane Doe 660785 est retrouvée dans un état de décomposition tel qu'il était impossible de trouver la cause de la mort. Sheila était âgée de 20 ans. Pendant longtemps après, l'odeur de décomposition du corps de sa propre fille persistait encore dans l'appartement. Et Teresa s'est dit, il faut absolument trouver une solution pour pas se faire inculper du meurtre de Sheila. Elle ordonne donc à Terry de brûler l'appartement. Pour ça, Terry prend 3 bidons de liquide à briquet et décide de le propager un petit peu partout, sur le sol, sur les meubles, partout à travers l'appartement, et il met le feu. La famille décide de fuir les lieux et l'incendie se propage. Mais pas assez rapidement, parce que les voisins l'ont rapidement signalé aux pompiers qui sont venus éteindre les flammes. D'autant plus que le placard dans lequel était Sheila, qui a provoqué littéralement cet incendie, n'a pas été endommagé. Alertés par l'odeur, les enquêteurs décident d'envoyer un échantillon du plancher du placard au laboratoire et les résultats reviennent positifs au reste humain. Tout de suite après avoir quitté l'appartement, Teresa se cache. Et là, la petite famille s'est un petit peu dispersée à droite à gauche. Ses fils, Howard et William, qui sont majeurs à ce moment-là, rompent tout lien avec elle. Terry, alors âgée de 16 ans, s'échappe aussi de son côté et décide d'utiliser la carte d'identité de sa grande sœur, Sheila, pour se faire passer pour une adulte. Le seul enfant resté avec Teresa, c'était Robert Junior Nord, âgé de 19 ans à ce moment-là. Ils déménagent ensemble à Las Vegas, dans le Nevada, et font un petit peu profil bas. Jusqu'à ce que 2 ans plus tard, en novembre 91, Robert Junior a été arrêté pour avoir abattu un barman lors d'une tentative de vol. Et pour ça, il écope de 16 ans de prison. À ce moment-là, Teresa quitte Las Vegas et se rend à Salt Lake City, dans l'Utah, là où elle devient auxiliaire de vie pour une vieille dame. L'affaire reste cachée pendant plusieurs années, jusqu'à ce que Terry tombe amoureuse d'un homme qui va la soutenir et la motiver dans le fait de raconter son histoire à la police et de se libérer de cette tourmente qui la ronge depuis des années, pour ne pas dire toute sa vie. Mais aussi parce qu'elle a eu souvent des problèmes avec la justice et pour un petit peu se dédouaner ou pour trouver des circonstances atténuantes, elle racontait aux policiers ce qui s'est passé durant sa vie. Mais faute de preuves, sans personne à arrêter, l'affaire piétine. Jusqu'au jour où Terry révèle l'horreur qu'a vécue sa famille dans une émission de True Crime. Après la diffusion, l'inspecteur chargé de l'affaire du meurtre de Suzanne, donc la première sœur qui a été assassinée, entre en contact avec Terry et identifie Jane Doe 485884 comme étant Suzanne Nord. En 1993, Teresa est enfin arrêtée pour double homicide, pour lesquels elle plaidera coupable pour éviter la peine de mort, mais ça n'empêche pas qu'elle a été condamnée à 2 peines de prison à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. William Nord a été arrêté en novembre 1993 à Woodland, en Californie, là où il travaillait et vivait, et il a été condamné à une peine de probation et ordonné de suivre une thérapie pour le meurtre de sa sœur Suzanne. Il a quand même été complice pour 2 meurtres. Il a mis le feu à sa sœur, il a placé son autre sœur dans un carton, et pour ça, il écope d'une thérapie. Je trouve ça quand même assez lunaire quand même. Il a participé d'ailleurs à un documentaire que j'ai visionné et dans lequel il raconte le jour où il s'est retrouvé dans la même salle de tribunal que sa mère. Il n'était pas au courant qu'elle allait être présente et en fait on voit des images de lui complètement angoissé. En fait il était dans une pure crise de panique. Ils ont même dû le faire sortir parce qu'il ne supportait pas la présence de sa mère, qui elle était vraiment... En fait c'était fou de voir à quel point elle n'a aucun remords, aucune considération pour
ses enfants et pour tout ce qu'elle leur a fait subir. Robert Nord Jr. était déjà en prison quand il a été accusé des meurtres de ses 2 sœurs. Et du coup, en échange de son témoignage, l'accusation a abandonné toutes les charges, ou presque. L'accusation a retenu un chef d'accusation pour complicité après coup du meurtre de sa sœur Sheila. Il a plaidé coupable et pour ça, il a écopé de 3 ans d'emprisonnement, purgé en même temps que ses 16 ans de prison pour lesquels il a déjà été condamné. Terry Nord, quant à elle, a essayé tant bien que mal de vivre une vie assez tranquille et paisible dans l'Utah. Elle travaillait comme caissière dans une épicerie qui, ironiquement, se trouvait dans le même quartier dans lequel habitait sa mère. Et bizarrement, elles se sont jamais croisées, jamais revues depuis le jour où elle s'est enfuie. Terry Nord décède à 41 ans en 2011. Mesdames et messieurs, c'était la sordide histoire de Teresa Francine Jimmy Cross, plus connue sous le nom de Teresa Nord. Une femme manipulatrice, narcissique et socialement déviante, dont la jalousie et son incapacité à éprouver de l'empathie ou du remords pour ses actions l'ont menée à torturer, traumatiser et tuer ses propres enfants. J'espère que ce premier épisode de The Story Show vous aura plu. C'est une histoire très difficile. J'ai pas commencé par la plus joyeuse ou la plus légère, mais en tout cas, j'espère qu'elle vous aura fait entrer dans le quotidien de la famille Sanders Nord. Promis, les prochains épisodes seront beaucoup plus chill, beaucoup plus sympa. Et n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à me mettre en commentaire des histoires ou des affaires que vous voudrez que je traite. Si vous êtes arrivé jusque là, ça me touche énormément. Merci beaucoup à vous. Et si vous ne me connaissez pas, je suis Marwa de la chaîne The Doll Beauty. It's me. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, activer la cloche pour être au courant à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Je vous embrasse, je vous fais plein de gros bisous. Bon courage, à très vite et surtout, prenez soin de vous.